Alors, donc j'ai parlé de politique industrielle et je vais maintenant parler d'éducation. Voilà. Donc, j'avais commencé à parler de un peu comment penser la croissance inclusive, et ensuite j'ai parlé pas mal de politique industrielle, et j'ai parlé d'inégalité. J'ai parlé de différentes mesures d'inégalité, leviers pour corriger les inégalités, et évidemment, un des leviers importants, c'est l'éducation. Alors, j'ai fait une bêtise, je crois que j'ai commencé par faire un truc qu'il ne fallait pas faire. Attendez, voilà. Donc, on a parlé d'inégalité, et en détail, et là, maintenant, j'ai dit que un des premiers leviers, c'est l'éducation. Parce que souvent, quand ça m'est arrivé de donner des conseils, ou je sais pas, ou d'être invité, comme plein de gens, dans des organisations internationales, la Banque mondiale ou le FMI, et très souvent, ils disent, voilà, il faudrait regarder l'effet d'inégalité sur la croissance ou l'effet de la croissance sur les inégalités en général. Et je leur dis, c'est peut-être pas la manière la plus prometteuse. Peut-être que ce qu'il faut, c'est de regarder quels sont les leviers, certains leviers de la croissance, notamment de la croissance par l'innovation, et de voir dans quelle mesure ils ont la possibilité d'être des leviers également d'inclusion, des leviers également de mobilité sociale. Et c'est beaucoup plus prometteur de prendre cette approche-là que d'essayer de faire des régressions de la croissance sur les inégalités ou des inégalités sur la croissance. Duflo Banerjee avait montré les limites d'ailleurs de l'approche qui consiste à régresser l'un sur l'autre, à faire des régressions statistiques de croissance sur inégalité ou d'inégalité sur croissance. Donc c'est beaucoup mieux de dire, voilà, il y a des politiques, par exemple, si je m'intéresse à des politiques de croissance par l'innovation, on en avait mentionné, on avait dit la flexi-sécurité, c'était quelque chose qui avait le potentiel à la fois de vous donner plus d'innovation et plus d'inclusion et de protection. On avait mentionné la concurrence également. On avait dit, voilà, la concurrence, en ce moment, les États-Unis ont un problème de croissance faible qui est probablement dû, en tout cas, il y a de bonnes chances que ça a à voir avec, disons, la position des GAFAM qui inhibe un peu l'innovation des autres entreprises. Et que donc ça serait une manière d'avoir une vraie politique de concurrence adaptée à l'ère du numérique. Ce serait une façon à la fois de doper l'innovation et de la rendre plus inclusive en permettant l'innovation par les entrants. Et puis, j'avais mentionné l'éducation, d'accord ? Alors, en fait, mes amis Chetty et toute son équipe, et on va beaucoup parler de Chetty aujourd'hui, mais avec co-auteurs, ils ont un article où ils regardent les déterminants de la mobilité sociale. Je vous en avais un petit peu parlé de la mobilité sociale la dernière fois quand j'avais essayé de relier la mobilité sociale et le Gini, ou la mobilité sociale et la part du top 1%. Je regardais c'est toujours la même étude, donc qui est dans le Quarterly Journal of Economics 2014, et ils regardent des zones d'emploi américaines. Donc il y a beaucoup de zones d'emploi. C'est comme un arrondissement parisien, une zone d'emploi. Et ils regardent le lien entre la mobilité sociale vers le haut, c'est-à-dire la probabilité quand tu viens du quart inférieur de la distribution des revenus en termes des parents dans le dernier quart, et quelle est la probabilité que l'enfant, lui, parvient au quart supérieur, etc. Donc ça, c'est la mobilité upward, ce qui est la mobilité vers le haut. Donc c'est ce qui est en axe horizontal. Et puis en axe vertical. Et en axe horizontal, c'est disons, un classement des zones d'emploi par les performances scolaires. Voilà. Donc ils ont ce qu'ils appellent des test scores, et les enfants passent des tests. Le PISA est un exemple, mais il y a toute une série de tests, et ils arrivent à disons, classer les endroits, les zones d'emploi en termes de et ils voient très clairement une corrélation positive entre les tests scolaires et la mobilité sociale. Voilà, ce n'est pas un scoop, mais voilà, c'est important. Et donc ça, c'est important. Donc ça veut dire que l'éducation, c'est quand même un levier très important parce qu'il a le potentiel de vous donner de la mobilité sociale. Mais en même temps, l'éducation, non, je fais attention, là, comme j'étais brûlé une fois. Ça également, l'éducation, ça vous donne également de la croissance. Alors pourquoi, je vais faire un peu un rappel, parce que là j'en ai parlé dans les années précédentes, pourquoi l'éducation a un potentiel de croissance également ? Alors on avait vu la dernière fois qu'on a plus de chances d'être innovateur quand on est éduqué. Donc ça, on a vu qu'il y a un lien en tout cas entre l'éducation et la probabilité d'être innovateur. Mais avant même d'arriver là, à un niveau de base, d'abord,
il y a deux manières de voir l'éducation comme levier de croissance. C'est juste un peu de vous faire un peu d'histoire de la pensée économique. Donc, il y a Lucas Becker qui, eux, disent, voilà, eh bien, l'éducation... Alors, je vais écrire une grosse équation, mais vous ne vous embêtez pas. Hein, voilà. Alors, ne vous effrayez pas avec cette équation. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équation? Elle vous dit, voilà, je produis du PIB, hein, avec du capital physique, avec du stock de capital physique, du travail et ce que j'appelle là du capital humain. Le capital humain, c'est tout ce qui est éducation au-delà de la force de travail, vous voyez, de base. Vous voyez. Donc alors, il y a des manières de mesurer, le capital humain. Je ne vais pas vous embêter avec la façon de mesurer. Et en fait, cette approche-là vous dit, voilà, si j'augmente le capital humain, j'augmente évidemment la production. Donc, si je crois le capital humain est un facteur de production, au même titre, le nombre d'années d'école est un facteur de production, au même titre que le stock de capital physique, que le nombre de machines ou que le nombre d'heures travaillées. Vous voyez. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, eh bien, comme le niveau de PIB dépend du niveau de capital humain, eh bien, si j'augmente le capital humain, j'augmente le PIB. Donc, je fais de la croissance. D'accord. Donc, si on croit dans cette approche-là, eh bien, on croit dans la relation entre croissance et croissance du PIB et croissance du capital humain. Donc voilà, là, par exemple, on représente, mais ça, c'est simplement des pays dans le monde, et effectivement, on voit que les pays qui ont plus de PIB par tête, eh bien, ont davantage... ont des niveaux de scolarisation supérieurs. Mais ça ne décrit absolument pas une causalité, c'est une corrélation. Ce n'est pas une causalité, d'accord? D'accord. Donc, si on croit que là, ça relie le niveau de PIB par tête au niveau de capital humain, le H qu'on mesure par le nombre d'années de scolarité en moyenne dans le pays. Ou bien, on peut le dire, je mesure le capital humain par les tests, par les résultats aux tests, par exemple, d'accord? Et donc, à nouveau, c'est cette même approche où on dit, voilà, le niveau de PIB par tête, hein, eh bien, est relié au niveau, et là, je mesure, au lieu de mesurer par le nombre d'années de scolarisation, je mesure ça par le niveau en termes de nombre, en termes de tests, de résultats aux tests scolaires, d'accord? Donc ça, c'est une première approche. Alors, il y a une autre approche. Donc ça, c'est l'approche Lucas-Phelps, voilà. Lucas-Becker, je veux dire. Et alors, il y a une autre approche, qui est l'approche de Phelps, voilà, qui a eu le prix Nobel en 2006. C'était très sympathique. Voilà, alors, donc, et là, sous cette approche-là, l'idée, c'est de dire, eh bien, le Y, donc est A, et puis avec une certaine fonction de K, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est le A qui compte. C'est-à-dire de dire, en fait, ce qui fait croître le Y, c'est ce qui fait croître le A. Ce qui fait croître le A, c'est le progrès technique. A, c'est la productivité. Et donc, il y a quelque chose qui s'appelle le progrès technique. L'innovation fait croître le A, d'accord? Mais chez Phelps, ce qui se passe, c'est l'idée de dire, voilà, il y a un niveau... frontière, il y a une frontière technologique à barre, d'accord? Il y a un niveau de frontière technologique à barre, et plus j'ai du capital humain chez moi, plus je peux facilement rattraper le niveau frontière, d'accord? C'est un peu en partie la Chine. La Chine, il y a eu des trucs, moi j'ai encore vu des émissions sur le bonbon en avant qui montrent le désastre que ça a pu être, mais une des choses qu'il y a en Chine, c'est qu'il y a un bon niveau d'éducation qui les a aidés à rattraper. Et la Corée, par exemple, est un très bon exemple. La Corée, ils ont un très bon système éducatif en Corée. Donc c'est l'idée que... Alors, si je crois dans cette approche, eh bien, ça veut dire qu'un plus haut niveau de capital humain H, ça va me donner un plus haut taux de croissance. Vous voyez, donc si j'ai l'approche Lucas, c'est la croissance du capital humain qui fait la croissance du PIB. Si je crois dans Phelps, c'est le niveau du capital humain qui fait une plus grande croissance du PIB, parce qu'un plus grand niveau de capital humain me permet de rattraper plus facilement la frontière technologique. Vous voyez la différence? D'accord? Voilà. Alors oui, donc ça, c'est mes bagarres avec Daron Acemoglu, bon, etc. Donc je ne vais pas vous mettre là-dedans. Mais en tout cas, voilà, pour aller dans le sens, c'est que, par exemple, eh bien voilà, là, je représente différents pays
en axe horizontal, c'est les résultats au test, et en axe vertical, au lieu de mettre le niveau de PIB par tête, je mets la croissance du PIB par tête. D'accord ? Voilà, et ça me paraît une approche très juste, c'est-à-dire qu'en fait, dans la réalité, il y a les deux. Dans la réalité, il y a à la fois, si vous voulez, à la fois le capital humain est un facteur de production, et en même temps, le capital humain est quelque chose qui vous permet de plus facilement rattraper la frontière technologique. Et je pense que le capital humain, il joue les deux rôles. Et je pense qu'en général, voilà, on a un peu cette idée que voilà, le capital humain joue ces deux rôles-là. Voilà, donc ça, je voulais juste un peu vous dire, voilà, là, en termes de, voilà, là, pourquoi on peut penser l'éducation joue un rôle. Alors la santé également, parce que la santé également augmente le capital humain. Et vous permet de rattraper plus facilement. La santé a le même rôle. Vous êtes plus productif quand vous êtes en bonne santé, mais en même temps, quelqu'un en bonne santé, c'est comme si j'ai du capital humain, c'est comme si j'ai de la force de travail décuplée. Ce qui s'applique à l'éducation s'applique de la même manière à la santé. La santé est un facteur de croissance. Pour ça, quand on dit on sous-investit à l'hôpital, ce n'est pas du tout un coût d'investir à l'hôpital, c'est un investissement dans la croissance. On a tout intérêt, il faut expliquer au gouvernement qu'ils doivent absolument investir et qu'on doit vraiment... Il y a des pénuries dans les hôpitaux français et c'est de la même manière qu'il faut investir dans l'école, il faut de la même manière investir dans la santé. Tout ce qui s'applique à l'éducation s'applique de la même manière à la santé. Voilà, donc je voulais juste faire ce passage. Je vais maintenant vous parler un peu d'éducation et de croissance d'une manière un peu plus sophistiquée. Et donc je vais maintenant... J'ai toujours peur maintenant, je suis terrifié d'appuyer sur un bouton, parce que je ne veux pas déranger mon ami, voilà. Voilà. Alors non, je dois faire ça. Une seconde. Voilà, à partir du début. Voilà. Alors je vais vous... Donc voilà, donc ça c'est... Donc il y avait un peu une vision de dire, voilà, finalement, investissons dans l'éducation, ça va créer de la croissance. Mais en général, on regardait au niveau moyen d'un pays. On disait, je compare un pays à un autre, je compare une région à une autre. Et je fais ce qu'on appelle des régressions linéaires. Je dis, voilà, je mets des pays. Donc là, je mets l'investissement en éducation, le H, quoi. Hein. Et puis là, je mets le taux de croissance, le G, et je mets différents pays, et j'ai une droite. Et du coup, je dis, si moi, je devenais comme un autre pays, eh bien, voilà, ma croissance augmenterait de temps. Donc c'est comme ça qu'on faisait, quoi, surtout, de dire, voilà, je fais de l'extrapolation, quoi, je vois à peu près la relation, quand je vois la comparaison entre pays ou entre États américains, entre régions françaises, je vois à peu près que ça a cette forme-là. Donc je me dis, si je vais de là à là en capital humain, ma croissance va de là à là, d'accord ? Donc c'était un peu une manière, c'est la vieille manière, disons, de dire, voilà, quel est l'effet de l'éducation sur la croissance. Mais il y a une manière beaucoup plus sophistiquée, qui est vraiment le dernier cri. Donc là, je vous présente un peu le dernier cri. Et donc, j'avais envie de vous le montrer quand même. Et après, on va aller... Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler de cette étude-là. Et ensuite, je parlerai de l'organisation de l'école de manière très précise. Je parlerai de qualité des enseignants, je parlerai de taille des écoles et je parlerai des charter schools, c'est-à-dire de ces écoles qu'on crée dans les zones défavorisées aux États-Unis qui donnent de très bons résultats. Et voir si ça permet en France de regarder dans le détail si à partir de ces études, on peut imaginer davantage de réformes du système éducatif. D'accord ? Voilà le programme du jour. Et à part là, je parlerai un peu de la Finlande à la fin. Voilà. Donc, les modèles de croissance endogène, dont je parlais là, c'est surtout le modèle Phelps ou d'autres modèles, prédisent une forte réponse de la croissance de la productivité aux subventions R&D. Mais en fait, il y a une interaction de la politique d'éducation et de la politique de R&D. Parce que le problème, c'est que les subventions à la R&D, on augmente... si vous voulez, l'offre de chercheurs, elle est endogène. Vous comprenez, il y a un certain nombre de chercheurs dans l'économie. Donc la question, c'est que peut-être qu'en augmentant les dépenses de R&D, s'il y a très peu de chercheurs, par exemple, s'il y a très peu de gens qui sont capables de faire de la recherche, vous pouvez dépenser autant que vous voulez dans la R&D, vous n'avez qu'un nombre très limité de gens qui peuvent travailler dans la recherche-développement. Donc tout ce que vous allez faire, c'est augmenter leur salaire, ce qui est très bien, mais ça les rend peut-être plus productifs, mais ça a un effet très limité. Et donc, si tu veux, c'est intéressant parce que cette étude-là dit je dois articuler des dépenses de R&D et des dépenses d'éducation. Par exemple, il y a beaucoup de pays en développement, ils pensent simplement qu'en faisant du saupoudrage de R&D, c'est comme de la poudre magique qui va leur donner de la croissance.
Mais si vous êtes dans un pays où il y a très peu d'éducation, tu peux investir autant de R&D que tu veux, il n'y aura aucun effet. Et c'est ce que montre cette étude. Tu dois donc articuler les dépenses de R&D sur un socle éducatif. Voilà. Et donc vraiment, pour penser à la politique de croissance, l'idée de dire, je vais simplement mettre, par exemple, à un moment donné, moi je me souviens, j'avais des discussions avec le gouvernement portugais, et ils pensaient qu'en augmentant, il y avait l'accord de Lisbonne, hein, il y avait le traité de Lisbonne, et ils pensaient que simplement en mettant davantage de subventions R&D, or ils avaient maintenant, je crois que ça s'est amélioré, mais le système scolaire portugais laissait beaucoup à désirer. Nous, on n'est pas beaucoup mieux, hein, mais ils avaient de mauvais tests, il y avait beaucoup de gens qui quittaient l'enseignement secondaire au milieu, la qualité n'était pas bonne, et c'était important de leur expliquer qu'en fait, avant même de penser à augmenter les dépenses de R&D, en tout cas en parallèle, il fallait vraiment réformer le système éducatif. Alors comment réfléchit-il? Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette étude regarde, au lieu de traiter tout le monde de la même manière, vous voyez le problème un peu de ces modèles, ça c'était la vieille manière de faire de la croissance, c'était ça, quoi. C'est-à-dire de dire, je considère qu'il y a une entreprise représentative, qu'il y a un individu représentatif. Or, en fait, il y a hétérogénéité dans une économie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des parents qui ont les moyens, des gens qui ont des parents qui n'ont pas les moyens, il y a des gens qui sont plus doués pour certaines choses et moins doués pour certaines choses, il y a des gens qui ont accès au crédit ou des gens qui n'ont pas accès au crédit, il y a des gens qui ont des préférences différentes aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'être chercheurs, tout le monde n'a pas envie d'être chercheur. Et donc, ce qui est maintenant toute la révolution des modèles de croissance, et en fait, ça devient une révolution dans la macroéconomie en général, c'est d'intégrer l'hétérogénéité. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça. Je crois que vraiment, quand on regarde notamment les modèles de croissance, il y a les modèles où on traitait toute l'économie comme une entreprise représentative et tous les consommateurs comme un consommateur représentatif. Et maintenant, c'est des modèles qui prennent en compte l'hétérogénéité. Je vais vous montrer, là, ça a l'air très abstrait ce que je vous dis là, mais je vais vous montrer très concrètement qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte l'hétérogénéité. Voilà. Et quand on prend en compte l'hétérogénéité, on va bien au-delà de ces petites régressions, de ce que j'ai montré là. C'est vraiment la révolution. C'est ça la grande révolution en économie. C'est ça que j'ai essayé moi de pousser avec Howitt et les autres. Avant nous, on ne faisait pas ça. Voilà. En gros, c'est ça que nous avons essayé. Maintenant, il y a plein de gens qui font ça, notamment Axigit et tous ces gens-là. Alors, donc en fait, donc d'abord, ils ont des données. C'est très intéressant ce papier parce qu'ils ont des données sur le revenu individuel, l'éducation, le QI. Bon, c'est les tests de QI. Alors, les tests de QI, il y a toute une question. Qu'est-ce qu'ils reflètent? Ça reflète peut-être quelque chose de capacité. Ça reflète aussi que dans certains milieux, on est beaucoup mieux placé pour prendre des tests de QI que dans d'autres. Donc, est-ce que le QI est culturel, naturel, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Je pense qu'il y a une grande partie culturelle dans le QI, dans les tests de QI. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat sur la signification des tests de QI. Il y a des données sur les parents, le revenu des parents, l'éducation des parents. Il y a des données sur les brevets et politiques d'innovation. Et donc, en fait, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils ont une vision de l'économie où ils prennent en compte le fait qu'il y a des hétérogénéités de talents. Donc, voilà. Il y a également hétérogénéité dans les préférences de profession. Il y a des gens qui ont envie d'être chercheurs, il y a des gens qui n'ont pas tellement envie d'être chercheurs. Hein. Il y a aussi le fait qu'il y a des équipes de recherche plus ou moins efficaces. Voilà. Nous, on a une super équipe au Collège de France, évidemment, qui est formidable, hein, mais toutes les équipes ne sont pas... Voilà. Et puis, il y a évidemment des problèmes d'accès au crédit pour les étudiants désireux de se former ou désireux de créer une entreprise, etc. D'accord ? Et ils prennent toutes ces hétérogénéités-là en ligne de compte. D'accord ? Et en fait, une des principales conclusions qu'ils ont, et on va y arriver, les subventions à la R&D doivent être complétées par une politique d'éducation. La politique d'éducation est en particulier plus efficace dans les sociétés moins développées et dans les sociétés plus inégales. C'est intéressant quand même. Hein. Donc ça va vraiment montrer l'importance de l'éducation. Donc quelques faits empiriques. D'abord, premier fait, des personnes qui ont ces tests de QI. Alors les tests de QI, pourquoi ils ont les tests de QI? Parce qu'il y a le service militaire et que les gens font des tests de QI. Voilà, il y a ça également en Finlande, et également ça en Suède. Donc ils ont des tests de QI. Alors c'est des tests qu'on prend à un certain âge, ils reflètent ce qu'ils reflètent. Je ne rentre pas dans le débat de ce qu'ils veulent, voilà, quel est l'input dans les tests de QI. Donc ça, je ne rentre pas, d'accord. Mais en fait, les personnes, il y a plus de chances, il y a une corrélation entre personnes au QI plus élevé et chances d'obtenir un doctorat. Il peut que ce soit la dimension sociale du test de QI qui soit derrière. Hein. Deuxième chose, disons que les enfants dont les parents ont des hauts revenus ont plus de chances d'obtenir un doctorat. Troisième fait, le QI des individus est corrélé
un peu avec le revenu des parents, mais pas parfaitement. Donc il doit y avoir peut-être une dimension sociale qui est liée, il y a peut-être autre chose. Voilà, mais c'est une petite corrélation, ce n'est pas une grande corrélation. Une fraction, simplement une fraction seulement des personnes avec un QI élevé et un revenu parental élevé obtiennent un doctorat. Et les individus dotés d'un doctorat ont 20 fois plus de chances de devenir des inventeurs que l'individu moyen dans la société. Conditionnellement à l'éducation, les personnes au QI plus élevé sont également plus susceptibles d'innover. D'accord ? Les inventeurs travaillent en équipe et la taille de l'équipe est hétérogène. D'accord ? La probabilité d'innover en tant que chef d'équipe au cours du cycle de vie suit une courbe en nu inversée. C'est-à-dire qu'au début, quand je forme mon équipe, il y a le temps de mettre en place l'équipe, et puis après, donc on obtient un maximum, et peut-être qu'après, l'équipe vieillit et que la probabilité d'innover baisse, quoi. Mais il y a une espèce de cycle de vie d'une équipe, quoi. Voilà. Peut-être que nous, on va devenir moins innovants d'ici 2-3 ans, ou je ne sais pas, il fera le temps de... Une augmentation du nombre de places en doctorat est associée à une baisse du QI moyen. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est simplement la chose suivante. Si je commence, alors il faut être sélectif, mais apparemment, quand il y a plus de places, eh bien, au Danemark, quand tu as beaucoup de places au doctorat, au début, tu prends les gens qui sont très, très, très bons en QI, et après, des gens un peu moins bons. Donc ça, tu as le problème de l'hétérogénéité, évidemment, quand tu augmentes le nombre de places. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'augmenter, il faut l'augmenter, évidemment. L'économie est ouverte sur le marché des biens, mais fermée sur le marché des compétences. Donc ça, c'est une chose importante. Et là, il y a donc ce qu'il trouve. Vous voyez, donc la courbe du haut, c'est le QI moyen, et des gens qui font un PhD, voilà. Et donc, et c'est très intéressant au Danemark. Et vous voyez, ils ont augmenté. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours du temps, on a augmenté, disons, le enrollment, c'est la courbe avec les triangles, mais le QI moyen, lui, a baissé. Voilà. Donc plus on ouvre, plus il y a... Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il y a cette courbe-là. Voilà. Donc quand j'augmente, c'est très bien d'augmenter, mais il faut voilà, en général, les meilleurs viennent d'abord, et après, en tout cas au Danemark, c'était comme ça. Alors, le fait numéro 9, c'est qu'un nombre de chercheurs versus qualité des chercheurs, une étude quantitative montre une amélioration des doctorats malgré l'augmentation de leur nombre. Alors, ça, c'est les quelques faits empiriques. Alors, ensuite, eh bien, il y a une vision de l'économie. Alors, j'appelle ça un modèle. N'ayez pas peur du mot modèle. C'est une vision de l'économie. Et donc, c'est un modèle qui dit, voilà, le talent individuel crée des idées et est inégalement distribué. Les équipes dans le secteur de la recherche où les membres se forment, une éducation coûteuse avec des frictions financières, tout le monde n'a pas accès, et des préférences hétérogènes pour être chercheur. Et ils mettent ça dans un modèle. Alors, tout modèle est très simple. C'est un modèle archi-simplifié par rapport à la réalité. Mais il est déjà beaucoup plus complexe que le modèle que j'avais écrit au tableau, où il n'y a aucune hétérogénéité, ni dans l'accès à l'éducation, ni dans les préférences, est-ce que je veux faire de la recherche ou pas, ni dans la capacité de former des équipes de recherche ou pas, ni dans le revenu des parents, etc. Donc déjà là, par rapport à ce que j'avais là, j'ai déjà énormément complexifié. D'accord ? Alors, la production d'idées dépend du talent du chef d'équipe. Voilà, il y a des chefs d'équipe qui sont plus ou moins talentueux, qui sont plus ou moins productifs. Alors, on peut prendre différentes mesures. On peut dire IQ, QI, mais on peut dire, voilà, peut-être qu'on connaît la production précédente, on connaît le CV, etc. Le nombre de membres de l'équipe, l'équipement de laboratoire. Alors, l'éducation, il existe un nombre limité de places en doctorat. Il existe un coût de l'obtention d'un doctorat. Les individus dont le père a de hauts revenus obtiennent plus de doctorats. Et une fraction de la population dotée de talent n'a pas un parent avec des revenus suffisants. Et là, c'est les fractions. Ça, on revient aux Einstein perdus dont je vous avais parlé. Hein. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, mais malheureusement, ils n'ont pas eu les moyens de poursuivre un doctorat. D'accord ? Donc, voilà. Alors, dans la littérature, on dit toujours, ben voilà, les modèles dans la littérature, c'est qu'on dit, voilà, tu as le choix ou bien d'être travailleur ou d'être chercheur. Mais là, dans le papier, si tu veux, c'est beaucoup plus riche parce que tu regardes d'abord en amont et en aval. En amont du choix de profession, est-ce que tu as du talent ou pas ? Est-ce que tes parents ont des ressources ou pas ? Est-ce qu'il y a les places suffisantes à l'école ou pas ? En fonction du talent, tu vois ? Donc ça, c'est en amont de pouvoir choisir. C'est-à-dire que dans les modèles habituels, on dit tout le monde a la possibilité de choisir. Là, on te dit non, tout le monde ne peut pas a priori choisir. Donc il y a déjà mettre les gens en position de pouvoir choisir. Donc c'est déjà, tu vois, c'est déjà énorme par rapport au... C'est tout ce qu'il y a en amont, d'accord ? Et ensuite,
le choix de la profession va dépendre des préférences, parce qu'il y a des gens qui aiment être chercheurs plus que d'autres, et aussi des frictions financières, parce que je peux vouloir, il faut que j'ai les moyens de faire l'un ou que j'ai les moyens de faire l'autre. Voilà. Hein. Et si je décide d'être chercheur, est-ce que je vais pouvoir constituer une équipe? Combien de temps ça va mettre pour constituer une équipe? Est-ce que je vais pouvoir devenir chef d'équipe, etc. D'accord. Et donc, vous voyez, donc, tout d'un coup, on prend un modèle, quelque chose qui était hyper simple, on met quelques éléments en plus, et déjà, on enrichit considérablement l'analyse des effets de l'éducation et de la R&D, comme vous allez voir. Alors, le recrutement au doctorat dépend à la fois d'avoir un talent supérieur au seuil requis par l'université, du goût pour la recherche et de la capacité de payer l'accès à l'éducation. Et donc, par exemple, là, on voit que, là, c'est le nombre. Là, je représente la distribution des gens par talent. Donc, il y a peu de gens très, très, très talentueux. Je sais que c'est une courbe comme ça. Il y a peu de gens qui ont des QI très, très, très élevés. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui n'en ont pas élevés. Mais en tout cas, il y a l'idée de dire, voilà, là, je mets la barre ici pour être chercheur. En général, ceux qui sont chercheurs, ils sont au-dessus de ça. Ça, c'est un modèle où il n'y aurait pas, je ne prends pas en compte les frictions, les préférences, etc. D'accord? Et puis, tout d'un coup, il y a les préférences. Alors, les préférences, ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui pourraient être chercheurs, mais qui ne veulent pas l'être, quoi. Donc, ça enlève ça, quoi. Et du coup, si on veut avoir le même nombre de chercheurs, il faut baisser la barre, voyez, du doctorat. Si tu veux garder le même nombre, tu dois dire, comme je sais qu'il y a une partie des gens qui pourraient l'être et qui ne veulent pas l'être, si je veux avoir le même nombre, je dois baisser la barre, je dois baisser le niveau à partir duquel de talent à partir duquel j'accepte des gens. D'accord? Alors, après, il y a ce qu'on appelle les frictions financières, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vouloir, mais qui ne peuvent pas. Et donc, ceux qui peuvent, c'est ceux qui sont en dessous. Donc, les frictions financières font encore baisser, vous voyez. Et donc, ça peut faire que, si vous voulez plus de gens, vous devez mettre la barre encore plus bas, parce que vous avez les frictions financières. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas, et puis même parmi les gens qui veulent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Et donc, peut-être que tu mets la barre plus bas. Voilà. Donc, voilà. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben voilà. Donc là, par exemple, une des politiques que je peux faire, c'est de dire, je vais subventionner la R&D. D'accord? Je vais subventionner la R&D. Par exemple, je vais augmenter le salaire des chercheurs. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de baisser le critère de recrutement, parce que les gens-là, c'est des gens qui ne voulaient pas, mais en fait, ils vont vouloir parce que maintenant, tout d'un coup, je vais augmenter leur salaire. Donc, c'est des gens qui avaient les moyens, mais qui n'avaient pas envie d'être chercheurs. Et ce que je vais faire, c'est en augmentant les subventions R&D, ce que je fais, c'est que je rends plus attrayant de devenir chercheur. Vous voyez, donc, quand j'augmente subventions R&D, c'est déjà très en aval. Ça veut dire que c'est des gens qui n'avaient pas tellement envie, mais tout d'un coup, je leur dis, c'est quand même plus profitable d'être chercheur. Je rends le truc plus attrayant. Je m'attaque aux préférences, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin de baisser le niveau, à partir duquel je n'ai pas besoin de baisser le critère de recrutement en tant qu'université, parce que je vais en fait rattraper les préférences par une augmentation. Je veux dire, les gens ont le choix, et parmi ceux qui ont le choix, je vais récupérer des gens qui n'avaient pas envie, et je leur donne envie en leur augmentant le salaire. Maintenant, il y a l'autre politique qui est d'augmenter l'accès. Je fais une subvention au coût de l'éducation. Et là, ce que j'obtiens, c'est que c'est des gens qui avaient envie, mais qui n'avaient pas les moyens. Et ces gens-là, je vais tout d'un coup leur donner les moyens. Donc le problème de ceux-là, c'était en amont, c'était des gens qui, a priori, voulaient suivre l'éducation, mais ils n'avaient pas les moyens de le suivre. Et là, je subventionne le coût de l'éducation. Donc l'autre est une politique en aval. La R&D, vous voyez que c'est en aval, et c'est ce qu'on a dans les modèles habituellement, mais ces modèles ignorent l'amont. Ils ignorent le fait qu'avant même d'avoir le choix, il faut qu'il y ait des gens qui aient le choix. Et la plupart des modèles de R&D, y compris ceux que j'avais fait moi au début, ignoraient le problème amont. On supposait que la population, a priori, pouvait choisir entre faire de la recherche et faire de la production, comme si tout le monde pouvait le faire. Mais là, il y a le problème de l'amont. Donc tu peux ou subventionner par la R&D, et ça influence le choix entre ceux qui se sont déjà formés, ou tu le fais en amont, et tu augmentes le pool, le nombre de gens qui peuvent faire ce choix. D'accord? Et vous voyez bien que les deux sont complémentaires. D'accord? Alors, augmenter les places en doctorat, donc évidemment, ça va te mettre en haut.
Donc ça, mais évidemment, tu as le problème que tu auras plus de place en doctorat, donc c'est une des manières de faire, mais tu n'auras pas forcément, mais ça te veut dire que tu agis, tandis que l'avantage que tu avais avant, quand tu le jouais sur le subvention au coût d'éducation, c'est que tu n'avais pas besoin de transiger sur la qualité, tu vois, sur le niveau à partir duquel tu admettais. Tandis que si tu ne fais pas cette subvention, que tu le fais par l'augmentation des places, là, évidemment, tu transiges sur le niveau. D'accord ? Alors maintenant, je veux parler un peu de l'hétérogénéité. Je vous ai dit, il y a de l'hétérogénéité. Alors vous vous dire, mais oui, mais cher monsieur, prouvez-le-moi. Donc ils le montrent dans cet article. Ils disent par exemple, vous voyez, ça c'est le QI, donc il y a les personnes de QI plus élevé ont plus de chances d'obtenir un doctorat. Donc là c'est QI, et là c'est la probabilité d'obtenir le PhD. Voilà, et donc on voit que c'est comme ça, d'accord ? Fait numéro 2, les enfants dont les parents ont des hauts revenus ont plus de chances d'obtenir un doctorat. Donc ça ressemble beaucoup à la courbe que j'avais montrée la dernière fois, quand j'avais montré que quand on a des parents qui ont des revenus élevés, on a plus de chances d'être innovateur. Hein, mais ça, on décompose un petit peu là. Alors, le QI des individus est quasiment pas corrélé avec le revenu des parents. Il l'est peut-être très faiblement, mais voyez, s'il était vraiment complètement corrélé, les deux courbes seraient confondues. La courbe en bleu serait identique à la courbe en rouge. Mais vous voyez que là, c'est très, très imparfaitement. C'est très légèrement pentu, mais c'est quasiment horizontal. Hein. Donc, il est très, très peu corrélé, le QI des individus, avec le revenu des parents. Seule une fraction des personnes ayant un QI et un revenu parental élevé obtiennent un doctorat. Bon, ça, c'est intéressant de voir. Les individus dotés d'un doctorat ont 20 fois plus de chances de devenir des inventeurs que l'individu moyen dans la société. Vous voyez déjà, regardez, entre collège, ça veut dire premier cycle, deuxième cycle, et doctorat, vous voyez quand même la probabilité d'être inventeur est beaucoup plus grande. D'accord ? Conditionnellement à l'éducation, les personnes au QI élevé sont également plus susceptibles d'innover. Bon, ça, c'est d'accord. La probabilité d'innover, alors ça, c'est le chef d'équipe. Je forme mon équipe au début, après le PhD, donc je rentre dans une équipe, eh bien, je regarde le nombre de docteurs ayant déposé un brevet dans l'équipe, et vous voyez qu'il y a l'équipe, elle fait au début, il y a un temps de mettre en place l'équipe, et puis après, ça baisse un peu au cours du temps. Voilà, moi, j'espère que dans mon équipe à moi, on va rester en haut longtemps. Bon, je vous avais dit, le dernier fait, c'était l'augmentation du nombre de places est associée à une baisse du QI moyen des docteurs. Et donc, voilà l'effet empirique. Donc, si vous voyez, ils montrent, et une fois qu'ils ont montré qu'il y a cette hétérogénéité, ils disent, bah, maintenant, je mets ça dans un modèle. Et ils disent, en fait, voilà, eh bien, d'abord, il y a des problèmes d'allocation des talents qui ne sont pas bonnes. D'abord, il y a des gens qui n'aiment pas la recherche, mais qui auraient les moyens d'en faire. Il y a des gens qui n'aiment pas la recherche et qui sont contraints financièrement. Il y a des gens qui aiment la recherche, mais qui sont contraints financièrement. Et tous ces gens-là ne vont pas aller dans la recherche. Et voilà, donc c'est intéressant, vous pouvez agir sur ces différentes dimensions. Voilà. Donc, en 2002, le gouvernement danois a introduit des politiques d'innovation et d'éducation. Donc voilà, donc ça, ils ont été totalement dans ce sens-là que le modèle prédit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce qu'ils ont fait, c'est qu'eux comparent. Ils disent, voilà, si j'avais pris un modèle où je ne prends pas en compte l'hétérogénéité, j'aurais prédit une augmentation de croissance, voyez, de 10%. Et en fait, j'ai obtenu une augmentation de croissance de 5,4% par rapport à ce que c'était avant. Donc, par rapport à ce qu'était la croissance auparavant. Et en fait, si vous voulez, les chiffres sont beaucoup plus près de ce modèle que de ce qu'aurait dit un modèle agrégé où tout le monde est pareil, où il n'y a pas de contraintes financières, où il n'y a pas d'hétérogénéité. Donc, l'introduction des frictions financières et de l'hétérogénéité des préférences amoindrit l'effet croissance de subvention à la R&D. Ça devient beaucoup plus raisonnable. Avant, on pensait qu'on augmentait la R&D de 2,5 à 3% et que la croissance allait tout d'un coup devenir énorme. Et en fait, elle augmente un peu, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on pensait parce qu'il y a ces hétérogénéités. Donc, ça vous donne quelque chose de beaucoup plus raisonnable. D'accord ? Et alors là, il y a l'idée de complémentarité des politiques. Ce qui est très intéressant, c'est de dire, voilà, vous avez un budget à dépenser en proportion du PIB. Vous décidez de dépenser très peu. Eh bien, la politique optimale, c'est de tout mettre dans l'éducation au début, et c'est seulement au-delà d'un certain seuil qu'il faut investir dans la R&D. Vous avez très peu à mettre, mettez d'abord dans l'éducation. Et quand vous aurez plus à mettre, alors vous pouvez aller à la R&D. Donc c'est intéressant, il y a vraiment... Parce que d'abord, l'éducation, ça va être les gens qui peuvent être chercheurs.
Si vous avez très peu d'éducation, peu importe la R&D, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'influence que le choix des gens capables d'être chercheurs a priori. Donc d'abord, agissez sur le nombre de chercheurs potentiels. Et donc ça veut dire que jusqu'à une certaine dépense, si vous êtes un pays très radin, eh bien, mettez la gomme sur l'éducation, d'accord? Et c'est seulement après que vous pouvez vous permettre l'éducation. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde, je veux dire, je peux augmenter le nombre de places à l'université. Au début, ça va augmenter énormément la croissance potentielle, mais il y a évidemment la question après de la qualité des gens que vous avez à l'université. Donc, c'est une bonne politique d'augmenter. Si vous n'aviez aucune place à l'université, augmentez le nombre de places, mais à un moment donné, jouez sur la qualité, jouez sur d'autres marges. Ne pensez pas que c'est uniquement en augmentant le nombre de places à l'université que vous allez créer plus de croissance de manière linéaire, parce que la relation n'est pas linéaire, d'accord? Et en fait, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, ce que ça dit, ce truc, c'est que vous commencez si vous voulez, vous augmentez le nombre de places. Au début, si vous n'aviez aucune place à l'université, évidemment qu'il faut les augmenter parce qu'il faut que les gens bien fassent le programme. Mais il y a le problème de la baisse de qualité. Et la baisse de la qualité, vous allez la compenser en donnant des subventions à l'éducation qui permettent à des gens qui étaient de très haute qualité mais qui n'avaient pas les moyens d'arriver. Et vous allez aussi donner des subventions à la R&D qui permettent à des gens qui étaient très bons mais qui n'avaient pas envie d'avoir envie. Et vous voyez comment ça marche. Donc vous allez augmenter les places à l'université, mais pour donner toute la puissance et toute la force à la place de l'université, à un moment donné, eh bien, les subventions à l'éducation et les subventions à la R&D viennent en renfort. D'accord ? C'est pour vous montrer un peu comment on fait une politique de croissance. Vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que ce qui est là. Voilà. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans des sociétés plus inégales, qui ont donc des frictions financières beaucoup plus grandes, où beaucoup plus de gens sont contraints, eh bien, l'éducation, c'est ce qui est le plus important, typiquement. Et par exemple, c'est le drame du Brésil. Le Brésil était un pays très inégal, et il y a un problème d'économie politique au Brésil, c'est qu'en fait, eh bien, les écoles étaient souvent privées, et ce qui était public, c'était les universités. Mais bien sûr, parce qu'il n'y avait que les enfants de classes favorisées qui arrivaient à l'université. Mais les écoles, elles étaient privées. Alors que ce qu'il faudrait faire au Brésil, c'est de mettre l'accent publiquement sur les écoles, sur le primaire, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens capables après de monter. Et donc le Brésil est un exemple de politique de société très inégale qui a en tout cas sous-investi dramatiquement, en tout cas pendant très longtemps, et je crois encore maintenant, dans l'éducation primaire en tout cas et secondaire. Et voilà. Et s'il y a des horizons politiques à court terme, eh bien, c'est vraiment l'éducation, évidemment. La R&D, ça donne tout de suite, mais l'éducation, c'est un investissement de long terme, évidemment. Et le problème, c'est que les politiciens sont souvent court-termistes, hein, et donc ils préfèrent la R&D aux subventions à l'éducation, alors que souvent le socle, c'est l'éducation. Voilà, je voulais juste un petit peu vous montrer ça, parce que c'est simplement pour vous donner l'idée que, eh bien, maintenant, ce qu'on fait dans la croissance, c'est bien au-delà de ça, quoi. On ne prend plus comme si l'économie était une entreprise, comme s'il n'y avait pas de contraintes financières, comme si le revenu des parents n'existait pas, comme si tous les agents avaient les mêmes préférences. Non, on doit maintenant prendre en compte l'hétérogénéité des préférences, des agents, des entreprises. Et maintenant, on regarde les effets de politique de croissance, parce que je vais utiliser ce que j'ai fait là, ce papier-là, quand je vais parler de dette publique. Quand je vais parler de dette publique, ou la prochaine fois ou la fois d'après, j'utiliserai les estimations qui viennent de ce papier-là, qui sont beaucoup plus fiables que celles qui viendraient d'un modèle avec agents représentatifs, avec firmes représentatives. D'accord ? Donc je voulais vous mettre un peu dans le bain de ça. Ça, c'est probablement le plus dur que j'aurais fait dans tout le cours. Est-ce que vous êtes encore en vie ? Est-ce que vous suivez ? Vous voyez, en gros, très important, retenez les leçons. Faire de la R&D sans éducation, très mauvaise idée, parce que personne ne peut choisir. Il y a très peu de gens qui sont capables de choisir entre faire de la recherche et autre chose. Donc vous n'agissez pas, vous augmentez le salaire des chercheurs, mais vous n'augmentez pas le nombre de chercheurs, parce qu'il y a très peu de gens qui sont capables de l'être. Donc priorité à l'éducation sur R&D. Donc vous avez 3 leviers, vous avez l'université, combien de places à l'université, vous avez les subventions à l'éducation, et vous avez les subventions à la R&D, et vous avez ces 3 outils-là, et vous devez intelligemment agir sur ces 3 outils en même temps. D'accord ? Alors maintenant, donc on est d'accord que c'est important de dépenser dans l'éducation. Et maintenant, ce qui est important, de la même manière que je vous ai raconté que la gouvernance de la politique industrielle est très importante, ce matin j'étais à Bercy et on parlait de politique industrielle. Donc il y avait
la ministre de l'Industrie, Pannier-Runacher, qui parlait au début, et on a parlé. Moi, je dis, c'est très sympa, on fait tout ce qu'on fait, c'est très bien. Vous avez choisi les bons secteurs. Tout ça est très, très bien, mais quelle est la gouvernance? Vous vous souvenez que j'ai parlé de gouvernance de la politique industrielle? Est-ce qu'on peut la darpaïser? Est-ce qu'on peut la... Et pour le moment, la réflexion sur la gouvernance de la politique industrielle en France, elle est proche de zéro. D'accord? Donc, ils en sont vraiment au point zéro. Donc, pour le moment, la politique industrielle, c'est la vieille politique colbertiste. On va faire comme... Voilà. Bon. J'espère que ça va changer. Pour le moment, voilà. La réflexion est vraiment au point initial. Donc, de la même manière que la gouvernance de la politique industrielle, c'est très important pour s'assurer que l'argent n'est pas jeté par les fenêtres, eh bien, la gouvernance de la politique éducative est très importante. Et là, il y a eu toute une série d'études, beaucoup avec Chetty ou avec Angrist, qui a eu le prix Nobel cette année, sur la qualité et après, ça me fera arriver à la Finlande, d'accord? Donc, on retient de Ufuk, de mon copain Exigit, que l'éducation, on retient d'abord du début que l'éducation, c'est potentiellement, c'est un vecteur de mobilité sociale si j'arrive à des bons scores, que l'éducation, c'est potentiellement, ça donne de la croissance, encore, il faut le faire intelligemment, et ça, c'était l'article d'Ufuk, vous amène beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. Et maintenant, je veux regarder l'organisation de l'école, comment j'arrive à générer ces bons scores, d'accord? Et voilà. Donc, donc voilà, donc les États-Unis dépensent 1 milliard par an sur l'éducation jusqu'à 12 ans, donc c'est primaire, secondaire, et il y a les écoles publiques qui sont souvent financées essentiellement par les impôts locaux. Donc ça veut dire qu'évidemment, moi j'avais des gens à Boston qui disaient, moi chez mes enfants vont à l'école publique, oui mais ils habitaient Lexington ou bien Belmont où les écoles étaient excellentes. Évidemment le prix du logement était prohibitif, donc évidemment l'école est publique mais personne ne peut se l'offrir, d'accord? Ou bien tu as des écoles privées et tu as les fameuses charter schools. Et donc je vous parlerai des charter schools tout à l'heure, d'accord? Et la question principale, c'est comment je peux optimiser, disons, la performance de ce système, d'accord? Donc, voilà, donc je vais... alors, évidemment, on regarde les tests, les résultats aux tests, d'accord? Parce que c'est une source de comparaison entre les écoles et les sous-groupes, ou les groupes individuels, riches, pauvres, etc. Alors, le problème, c'est que les tests ne sont pas les mêmes d'un district à l'autre, et donc il faut créer une mesure... On essaie d'uniformiser les tests. Alors ça, il y a déjà toutes des études qui essayent de dire, voilà, il y a des mesures locales, et je les convertis de façon à pouvoir comparer nationalement. Donc ça, c'est déjà toute une série d'études qui vous permet de faire ça, d'accord? Et donc, on convertit, en fait, alors la méthode pour convertir, en gros, des test scores qui sont des résultats de tests qui sont locaux en une mesure nationale de performance, d'abord... donc, je regarde disons, moyen, j'ai quand même des équivalents moyens, je regarde, disons, les scores moyens des districts au sein de l'État. J'utilise ensuite des données qui viennent d'un test national qui est administré à des étudiants, mais on sait qu'il y a des étudiants un peu mis partout, il y a des étudiants un peu dispersés un peu partout aux États-Unis. Et comme ça, j'arrive en superposant les tests locaux faits sur tout le monde et les tests nationaux qui sont faits sur quelques individus mais pris partout, j'arrive en superposant les deux à créer une mesure, à convertir les mesures locales en mesures. Et comme ça fait que j'ai disons, un classement qui inclut tout le monde. Vous voyez, c'est comme ça que je fais. D'accord ? Alors voilà un petit peu, vous voyez, donc ça c'est, voyez, Boston, Cambridge, Palo Alto. Alors évidemment, ça c'est des endroits, c'est pas n'importe où quand même. Hein. Ça c'est évidemment c'est très universitaire là, vous voyez. Ça c'est Cambridge, Massachusetts. Entre Cambridge et Boston, il y a 2 kilomètres. Entre là et Los Angeles, il y en a 5000. Voilà. Donc et là évidemment Palo Alto, c'est Stanford. Ann Arbor, c'est Michigan. Hein. Voilà. Bon, ça c'est, je ne vais pas vous embêter avec les trucs américains, d'accord. Et alors ensuite, ce qu'on regarde, c'est... Alors on définit un indice d'économie, de statut économique, socio-économique, en regardant des données de revenus, disons, de proportion de personnes qui terminent l'université, est-ce qu'il y a un seul parent, pas un seul parent, etc. Donc on regarde voilà, parce que ce qu'on veut, c'est relier les tests et disons, le milieu social, d'accord ?
Et on voit qu'effectivement, plus on est avantagé socialement, plus les scores sont bons. Ce n'est pas un scoop, ça. On commence, vous voyez, je vous démarre vraiment doucement, là. C'est vraiment... Bon, bah, c'est toujours embêtant. S'il avait trouvé une courbe qui allait dans l'autre sens, il savait qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie. Voilà, quand même, ça vous conforte, voilà. Voilà. Et pareil, alors c'est encore plus vrai si on se restreint à Massachusetts, Californie, etc. Alors maintenant, la question, c'est que je veux évidemment améliorer les tests scolaires. Voilà. Donc, comment je peux faire? Alors, l'un, c'est de dire je dépense davantage dans l'école, mais on peut mal dépenser, d'accord? Et donc là, et d'ailleurs, vous voyez que je pouvais montrer une autre courbe avant. C'est vrai, ça c'est très connu, ce truc-là. C'est-à-dire que si tu regardes les dépenses en éducation et test scores, tu vois que, en fait, eh bien, la courbe est assez plate. C'est-à-dire que malheureusement, en moyenne, la dépense seule ne vous donne pas de meilleures performances. Il faut le faire bien, quoi. Et si j'avais montré, au lieu de spending croissance, ça serait pareil, vous auriez un truc plat. Malheureusement, les pays qui dépensent plus, ça ne vous leur donne pas automatiquement plus de croissance. Donc, il faut regarder la qualité de la dépense dans l'éducation. D'accord. Donc, maintenant, il y a deux... Alors, ce que dit Chetty, mais nous, on peut voir d'autres choses, lui dit qu'il y a ce que le gouvernement peut faire, et puis il y a les fameuses charter schools qui sont des choses qui émanent du privé. Donc ça, c'est le top-down, et ça, c'est le bottom-up. Voilà, j'améliore la taille des classes, j'améliore la qualité des profs, ça, c'est quelque chose qui vient plutôt d'en haut. Et puis, les éléments des charter schools, ça vient plutôt d'en bas. Alors, on va arriver petit à petit vers le système finlandais, que moi, j'aime beaucoup, parce qu'il combine le top-down et le bottom-up. Vous savez que moi, j'aime beaucoup ça, c'est comme les DARPA. Hein. J'aime bien combiner, moi, le top-down et le bottom-up. Et on va arriver petit à petit à quelque chose comme ça. D'accord ? Alors, regardons d'abord les solutions venant, les top-down. D'accord ? Donc là, il y a d'abord, eh bien, je peux dire... des meilleurs profs, des classes plus petites, une technologie meilleure, d'accord? Et de là, on va regarder d'abord l'effet de la taille des classes. Donc, alors on ne peut pas simplement comparer entre étudiants qui sont dans des classes plus larges, plus grandes ou plus petites, parce que il se peut que les étudiants, et typiquement ça sera le cas, les étudiants qui sont dans des écoles avec des classes plus petites, généralement proviennent de milieux sociaux plus favorisés. Donc la simple comparaison va exagérer l'effet de la taille, parce qu'en fait, vous ne capturerez pas seulement l'effet de la taille, mais vous capturerez l'effet que le milieu social est aussi plus avantagé. Donc, si tu verras que tu diras, ben, la classe est plus petite, mais c'est parce qu'aussi, les gens dans les classes plus petites sont sélectionnés, ils viennent de milieux plus favorisés. Donc, tu veux pouvoir purger, tu vois, l'effet que tu mesures de l'effet qui est lié au milieu social. Tu veux voir l'effet de réduire la taille des classes, d'accord ? Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on utilise des méthodes expérimentales ou quasi-expérimentales, d'accord? Donc là, il y a une première expérience, c'est dans le Tennessee, entre 85 et 89. Il y a à peu près... alors, Case 3, c'est le CE2. Hein. Alors, il y a à peu près 12 000 élèves donc en CE2, et on randomise les étudiants et les profs, d'accord? Et les classes diffèrent entre voilà, des petites classes de 15 étudiants ou des grandes classes de 22 étudiants, et elles diffèrent aussi en termes voilà. Mais on randomise, vous voyez, donc c'est randomisé. Et on regarde l'expérience, le STAR Experiment, en regardant eh bien, la performance moyenne des étudiants dans les classes petites et grandes. D'accord ? Et donc, voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Et qu'est-ce que ça donne donc, vous voyez, là, l'idée, c'est que on prend des écoles, c'est des gens à peu près de milieux semblables. Vous savez, les trucs randomisés, c'est de prendre des gens le plus semblables possible, c'est prendre en termes milieu social le plus général, et puis après, on met par hasard des élèves, tu vois, dans des petites classes ou dans des grandes classes. Donc comme ça, pour éviter l'effet de sélection, tu vois, c'est-à-dire parce que si c'était le choix des parents d'aller dans des endroits où il y a des petites classes et des grandes classes, là, du coup, je n'ai pas expurgé. Ce que je veux, c'est pouvoir, au hasard, je vais prendre des enfants qui sont à peu près de milieu homogène et je vais les mettre au hasard dans des petites classes et dans des grandes classes, d'accord ? Et là, on voit que, eh bien, d'avoir des petites classes, ça augmente la performance au test, ça fait qu'il y a plus de gens qui viennent, plus d'élèves, et voilà, donc ça fait donc ça va, donc en fait, donc il y a déjà un gain dans les tests, d'accord ?
Et donc ça, c'est la première chose. Et voilà. Et puis, ce qui est intéressant, c'est une augmentation de 4%. Ça augmente vraiment ce que va gagner l'élève plus tard, quoi. Ça a vraiment un impact sur les gains que l'élève va réaliser. Donc, c'est-à-dire qu'en réduisant la taille des classes, eh bien, on a un effet. Ils vont mieux faire, vous voyez, ils vont être meilleurs dans les tests et ils vont avoir des revenus plus élevés plus tard. Ils vont être mieux formés. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, il y a une autre étude qui est suédoise. Alors la Suède impose alors ils ont en Suède le maximum d'élèves dans une classe c'est 25 et donc ce qui se passe en Suède c'est que dès qu'il y a 26 étudiants tu crées une nouvelle classe. Donc quand tu passes de 25 à 26 ça te fait 2 classes de 13. Mais ce n'est pas à cause du fait du milieu social, c'est que ça, soudain, au lieu d'avoir 25 étudiants, tu en as 26, et du coup, tu crées 2 classes de 13 personnes. Donc c'est comme ça que tu as de la discontinuité. Tu vois, ce n'est pas aléatoire, mais c'est que la raison pour laquelle tu deviens plus petit, elle est due purement au fait que tu as cette règle des 25, et dès que tu arrives à 26, clac, tu fais 13. Quoi. Donc tu as un saut vers le bas de 25 à 13, d'accord ? Et ils regardent l'effet de ça, d'accord ? Donc ils regardent les écoles qui ont 26 étudiants, et ils comparent avec les écoles qui ont 25 étudiants à un niveau donné, d'accord ? Et tu vois ça, c'est merveilleux, c'est que quand tu passes donc tu as le enrollment, donc voilà, donc c'est la classe, et donc tu vois que quand tu passes à 25, tu tombes, tu as la discontinuité dans la class size. Mais eux, voilà, le truc est à 25, ce qu'on appelle donc le seuil à 25 étudiants, d'accord ? Et donc, en moyenne, quand tu tombes, parce qu'il y en a qui tomberont à 13, peut-être que d'autres, il y aura plus d'élèves, et en moyenne, la taille de la classe, en moyenne, va chuter de 5 étudiants quand tu passes le seuil. Et alors maintenant, on regarde, quels sont les effets ? Eh bien, les effets, c'est que dès que tu passes le seuil, hop, les tests augmentent, le résultat au test augmente. Tu vois, dès que tu passes le seuil, et qu'à cause du seuil, l'école est obligée de réorganiser et d'avoir moins d'élèves par classe, eh ben, tout d'un coup, les résultats au test augmentent. Tu vois ? Voilà. Ils disent, voilà, réduire la taille de la classe de 5 étudiants, eh bien, ça t'augmente de 8% le résultat au test. D'accord ? Voilà. Et alors, pareil, on gagne plus. Pareil, tu vois, les earnings qui augmentent. Tu vois, donc c'est un autre moyen. Dans le premier, je réorganisais l'école et je disais, toi, tu vas dans une petite classe, dans une autre classe. La Suède, c'est une expérience. Dans l'autre, j'organisais moi l'expérience. En Suède, c'est une expérience naturelle. Elle se fait toute seule, l'expérience. Parce que c'est à partir du moment où il y a plus que 26, 25, automatiquement, ils doivent, eux, changer et réduire la taille des classes. Et donc, dans le premier, tu as une expérience randomisée faite, tu vois, et la deuxième est une expérience naturelle. La Suède, c'est automatiquement, dès que tu passes au-dessus de 26 élèves, tu dois réduire. Voilà, donc réduire la classe, eh bien, ça augmente, ça permet d'améliorer les résultats au test, et ça permet d'avoir des gens qui gagnent davantage, qui ont des meilleures carrières. Oh là, je suis comme je suis maintenant. Voilà, alors maintenant, je réessaye, j'espère d'avoir je fais échapper, et maintenant, je vais là, et j'espère que maintenant, je suis terrifié, vous savez, par ce truc. Voilà, et maintenant, je vais passer animation, alors diaporama, et je vais maintenant passer à la deuxième partie. Voilà. Alors, maintenant, ça va être, eh bien, je vais regarder maintenant la qualité des enseignants. Alors voilà, donc c'est en quoi c'est important d'avoir la qualité des enseignants. Et alors le problème, c'est donc, comment je peux mesurer cette valeur ajoutée ? Ben, je peux le regarder en moyenne. Est-ce que je peux lier les professeurs au test moyen de leurs élèves ? Voyez ? Donc on regarde. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que comment on mesure ? Eh bien, donc on dirait, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais de manière aléatoire allouer des étudiants à des professeurs de qualité différente. J'essaie de regarder si des professeurs qui ont une value added, une valeur ajoutée plus grande,
donne des tests, ça produit des résultats au test et des revenus futurs de l'étudiant supérieurs, d'accord? Donc, en fait, alors, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il y a toujours le problème que peut-être dans les classes avec des bons professeurs, c'est des classes dans des bonnes écoles que les parents plus fortunés peuvent s'offrir, etc. Donc, à nouveau, je dois randomiser. Et ce que je fais, c'est que j'exploite le fait qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de roulement. Les professeurs changent, quoi. Il y a beaucoup de changements de profs et j'exploite les changements de profs. Voilà. Et donc je demande, quand il y a un professeur avec une valeur ajoutée plus grande, est-ce que ça a un effet sur les scores, sur les résultats au test, d'accord? Alors je voulais juste voir les... Alors ce qu'en général, c'est que... comment je mesure la valeur ajoutée? C'est de combien, en moyenne, dans le passé, ce professeur a fait augmenter les test scores de ses étudiants. Donc j'ai une valeur, c'est basé sur l'histoire. J'ai l'histoire du professeur, mais j'aurais pu regarder le nombre d'années d'études aussi comme chose. Mais je regarde à quel point, dans le passé, en moyenne, sur ses étudiants, il a réussi ou pas à monter le score. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il mesure là. Mais il aurait pu faire par les années d'études. Alors, vous voyez, regardez, donc voilà donc l'année d'entrée. Alors, je regarde l'année d'entrée d'un professeur qui est tout en haut de l'échelle de qualité des profs, d'accord? Et je regarde et je compare, le truc pointillé, c'est les test scores en CE2, et ça, c'est en CM1, d'accord? Alors, on regarde. Donc voilà, le prof arrive, et hop, les tests augmentent. Sympa, hein? Voilà. Donc, je le fais arriver en 4e grade, hein, visiblement. Et comme ça me fait un truc de comparaison. Le prof est arrivé en 4e grade et pas en 3e grade. Alors, 3e grade, ne change rien. Et là où il arrive, ça fait monter. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe si, par contre, je fais entrer un enseignant qui est très mauvais? Eh bien, les tests baissent, quoi. Voilà. Vous avez tous eu des profs très ennuyeux, comme celui que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà. Donc la première chose, c'est que les étudiants qui sont alloués à un professeur qui est plus performant, eh bien, ils ont de meilleurs tests, d'accord? Donc, et en fait, eh bien, allouer un étudiant à un enseignant qui augmente les test scores de 10%, eh bien, va augmenter le test score de l'étudiant de 10%. C'est quand même très important, hein. Et ce qui est important, c'est comme on l'a fait, c'est qu'on a regardé, on a vraiment capturé, on a purgé des effets de sélection, donc on a vraiment capturé un effet causal. Et il regarde en moyenne, vous voyez par exemple, il regarde, il dit en moyenne, eh bien, la qualité du professeur est corrélée, là, alors vraiment, au fait que eh bien, les enfants vont au collège ou pas. C'est-à-dire, si on est dégoûté de l'enseignement par des mauvais profs, on n'a pas envie d'aller à l'université. Et on a beaucoup plus envie si on a eu des bons profs, hein. Voilà, donc ça, c'est d'accord. Et puis, ça augmente énormément eh bien, les tests et les earnings, c'est-à-dire on gagne beaucoup plus, quoi. Donc, d'avoir des bons profs, ça donne des meilleures carrières aux étudiants. Moi, j'ai eu un prof de français Azoulay, il s'appelait Azoulay, j'ai vu que Raphaël Antoven avait eu le même, Henri IV, un prof de français comme celui que j'ai eu une année, ça m'a changé tout. Et j'ai eu comme ça quelquefois des profs ou des profs de physique. J'avais eu un type qui s'appelait Suardet à Henri IV, un prof de physique, et j'ai adoré la physique. Et c'est des profs, après on peut rester plusieurs années sur le capital de savoir et d'aspiration et d'intérêt que vous donne un bon prof. Un prof qui vous inspire vraiment, quoi. Et voilà. Mais c'est vrai, tout ça on le voit dans les chiffres, c'est ça qui est formidable, hein. Voilà. Oui, alors ça c'est intéressant, teenage birth rates. Donc ça je savais que, tu vois, c'est que quand tu as des meilleurs profs, tu as moins d'enfants quand tu es teenager. C'est intéressant, ça j'avais oublié celui-là. C'est intéressant comme résultat, je ne l'avais pas vu. Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la valeur ajoutée, si tu veux, c'est un bon prédicteur, parce que moi je vous ai dit, je mesure la valeur ajoutée des profs sur les test scores, ou combien ils ont augmenté les test scores. C'est un bon prédicteur de l'impact du prof à long terme. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que si j'alloue un étudiant à un prof qui est bon, eh bien, c'est vraiment les choses de long terme qui vont
tu vois qu'ils vont. C'est pas juste qu'on va. Voilà, donc là, je suis dans les meilleurs 5%, et voilà. Et eh bien, c'est le lifetime earnings qui va augmenter. Vous voyez, c'est que vraiment, j'augmente sensiblement le lifetime earnings. Ce n'est pas juste à court terme, quoi. Ça va rester longtemps. Voilà. Et ça vous fera plus ça vous fera. Ça fait beaucoup d'argent pour des classes de 28. Et vous voyez, en termes d'argent que vous voyez, je veux dire, ça, ils regardent par élève, ça fait 80 000, par classe de 28, puis par classe, et ensuite ils regardent par present value avec taux d'intérêt de 5%, ça représente beaucoup d'argent, quoi. Donc c'est vraiment, ça génère de la richesse, quoi. Ça génère de la croissance, ça génère du revenu, hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais présenter là. Donc si vous voulez, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que réduire la taille des classes, améliorer la qualité des profs, eh bien, c'est des politiques qui peuvent être très, très efficaces. Voilà. Mais pour ça, monnaie, monnaie, monnaie. Et on revient à mon débat, et on va en parler de la dette publique plus tard, hein. Je vous l'amène ça parce que ça va monter, 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 hein, et je dois pouvoir répondre, voilà, sur la dette publique. Voilà. Donc maintenant, je vais passer aux charter schools. Ah là là. Alors, prions que ça marche. J'espère que je fais la bonne manip. Ah, mais c'est fantastique. Voilà, et je vais maintenant passer aux charter schools. Alors, regardons maintenant diaporama, à partir du début. Ah non, je fais diaporama, voilà. Alors, voilà. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que, si vous voulez, en France, les PISA deviennent assez mauvais. Mais les tests PISA en France ne sont pas uniformément mauvais. Il y a des endroits où on est particulièrement mauvais. Et particulièrement mauvais quand les parents ne peuvent pas aider les enfants, dans les endroits où les parents ne peuvent pas vraiment aider les enfants. Alors, je ne vais pas vous dire dans quels endroits, mais évidemment, le 9-3, ce n'est pas génial, hein, mais il y a d'autres endroits comme ça qui ne sont pas géniaux. Mais dans l'ouest de la France, les PISA sont très bien et les taux d'emploi sont très bons. Donc, si tu veux, c'est inégal. Et aux États-Unis, ils ont ce problème-là. Et donc, ce qu'ils ont introduit, c'est les charter schools. Et qu'est-ce que c'est? Et surtout ce qu'on appelle les charter schools no excuse, pas d'excuse. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les charter schools? C'est chartre, hein. Charter, c'est un mot français. Vous savez que l'anglais, c'est à la moitié de l'anglais, c'est du français, l'autre moitié, c'est de l'allemand. Charter, c'est la partie française de l'anglais, hein. C'est Chartres. C'est la Charte, hein. C'est une école à Chartres. Voilà. Elles ne peuvent pas faire payer d'inscription, mais elles reçoivent des fonds publics sur le nombre d'élèves. Elles ne sont pas soumises à la certification des profs aux États-Unis. Donc, moi, je ne suis pas là à vous dire qu'il faudrait faire des charter schools nécessairement en France, en tant que telles. Et également, les ONG, les entreprises peuvent participer. Et elles ont alors des règles de discipline, elles ont un projet éducatif, etc. D'accord? Alors, pourquoi ça intéresse les économistes? D'abord, il y a l'effet éducatif de la structure, potentiellement plus flexible et donc innovante que l'école publique. Un effet de concurrence. Les fonds des charter schools dépendent de combien d'élèves elles attirent. Facilité d'établir de la causalité. Il n'y a pas de sélection par dossier, mais des loteries quand il y a trop de demandes. Donc ça, c'est le côté sympa, c'est que c'est des sélections aléatoires. Et ce n'est pas des sélections sur dossier. Donc ça enlève l'effet de sélection. Toujours le problème d'enlever l'effet de sélection, hein, d'accord? Alors, il y a Caroline Oxby, qui était ma co-autrice, qui est à Stanford, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et Josh Ingris, qui est un des 3 prix Nobel de cette année. D'accord? Alors, pourquoi c'est important, la sélection aléatoire? Ça, vous pourriez le savoir déjà, parce que non. Si j'étudie un effet sans sélection aléatoire, la sélection par elle-même de celles et ceux qui sont dans un programme empêche de les comparer aux autres, car il y a une différence systématique. Et nous, on veut purger des effets a priori. On ne veut pas dire que les élèves qui sont sélectionnés sont a priori différents des autres. On veut voir l'effet de la politique elle-même et pas l'effet de la sélection. D'accord? Quand l'effet est appliqué de manière aléatoire, il n'y a pas ce problème. Ici, on peut comparer toutes les personnes ayant participé à la loterie. D'accord? Alors évidemment, le problème des expériences aléatoires, c'est qu'on dit toujours que ce n'est pas juste. Pourquoi celui-là, il a le droit d'aller et celui-là, il n'a pas le droit d'aller? Mais malheureusement, c'est le seul moyen d'étudier un effet de façon parfaitement... Sauf que pour la Suède, où là, en Suède, c'était génial parce que j'avais une expérience naturelle et je n'avais pas besoin de recourir à une expérience aléatoire. Mais on ne peut pas toujours faire comme l'expérience naturelle suédoise que j'ai décrit tout à l'heure. Alors, il y a un autre problème également dans les écoles, c'est le problème du moment où arrive l'élève.
Il y a un coût à changer un élève d'école, amis, habitudes. Donc si un élève change d'école sans changer de quartier, il signale qu'il n'est pas comparable aux autres qui ne le font pas. La majorité des charter schools commencent par ouvrir la classe la plus basse et déroulent les autres au fur et à mesure. D'accord ? Alors on va regarder, donc on regarde d'abord, alors Hawksby, elle étudie les charter schools dès 2004 et elle met en évidence des effets très significatifs dont elle étudie également l'hétérogénéité entre charter schools et en fonction de la classe d'âge de l'élève. Et Angrist y mène une série d'études qui progressent en robustesse et visent à décomposer les causes de la réussite des charter schools, avec un intérêt particulier pour l'approche no excuse. Mais c'est vraiment dans le fait qu'il a pu vraiment faire ces expériences aléatoires et qui a bien montré la causalité par ces expériences aléatoires qui a donné le prix Nobel à Angrist. Hein. C'est à ça qu'il doit le prix Nobel. Alors, je commence par Hawksby, une étude en 2004 du système de Chicago. Et puis, il y a une étude 2009 des charter schools de New York. Voilà. Alors, regardons déjà. Alors, les charter schools new-yorkaises. Alors, elles ne refusent pas de candidature, donc il y a donc des loteries. Crèche, école élémentaire ou collège, donc à tous les niveaux. Alors il y a plusieurs missions, ça peut être progressiste, centré sur l'enfant, mission d'éducation traditionnelle, focus académique rigoureux, population spécifique par exemple, ou bien curriculum spécifique. Vous voyez, donc il y a différents types de charter school. Les no excuse, c'est un type particulier de charter school, mais vous avez des charter schools avec des missions différentes, d'accord ? Et la population d'élèves est similaire à celle des quartiers dans lesquels elles sont localisées, c'est-à-dire plus défavorisées en moyenne que l'ensemble de la population de la ville, d'accord ? Mais on pourra comparer à l'ensemble de la population de la ville et également aux autres enfants du quartier qui, eux, n'ont pas bénéficié de la loterie, d'accord ? Donc, vous voyez, vous pouvez regarder un petit peu, par exemple, eh bien, vous voyez que dans le quartier. Déjà, c'est pour vous dire que les quartiers, c'est quand même des quartiers défavorisés, où il y a, vous voyez, beaucoup plus d'Africains américains ou d'Hispaniques, etc., qu'en moyenne à New York, d'accord ? Le revenu moyen est plus faible qu'en moyenne à New York, d'accord ? Donc, on est dans des quartiers défavorisés, d'accord ? Voilà. Alors, donc, en général, les charter schools de New York, c'est assez traditionnel. Alors, vous avez pensé que je suis un vieux réac, mais voilà. Mais 90% ont un uniforme. Moi, je trouve que c'est bien, ça gomme les différences sociales. Je ne suis pas contre l'uniforme, moi, personnellement. Une mère dans le prêt-à-porter, hein, dire ça. Bon. Alors voilà. 2 tests de suivi des élèves non obligatoires par an et un système de conseil, en moyenne 12 jours de plus par an, 90 minutes par jour de plus que les écoles publiques, d'accord ? Et beaucoup de maths et d'anglais. Et c'est surtout en maths et en anglais, d'accord ? Un engagement fort des parents, des enfants et du personnel. 22% ont la politique small reward, small punishment. On récompense les petites civilités et on punit les petites infractions. D'accord ? Voilà. La moitié font signer un contrat aux parents. Le salaire de 60% des enseignants dépend de leur performance. Vous voyez, c'est intéressant quand même. Voilà. Alors, quels sont les élèves des charter schools new-yorkais ? Très majoritairement afro-américains d'origine hispanique. Autant de garçons que de filles. Peu d'informations sur les notes avant les charter schools, mais visiblement pas de différence significative avec les élèves d'école publique. Les informations données par les charter schools sur la pauvreté, le besoin d'éducation spécialisée et le fait d'apprendre l'anglais en deuxième langue ne sont pas très fiables, mais visiblement pas de différence significative. Et là, on voit déjà que, qu'est-ce qu'on voit ici ? Donc, eh bien, voilà, les applicants. Ce tableau compare le taux d'élèves bénéficiant de repas subventionnés. Donc, voilà, beaucoup, hein, voyez, recevant une éducation spécialisée, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, voyez, et ayant candidaté au charter school, voyez, mais beaucoup là-dedans, quoi, quand même. Pourcentage qui ont des reduced lunch program, voilà, donc c'est surtout ça, quoi, c'est surtout ça. Et c'est plus que la moyenne à New York, voyez, là, c'est pratiquement tout le monde qui va dans des programmes de repas subventionnés. Donc c'est vraiment ça qui est important. Alors on regarde maintenant, eh bien, on regarde l'effet d'aller dans la charter school sur le résultat scolaire, d'accord ? Et voilà. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est ça le traitement. Hein, donc je ne vais pas aller dans le détail. Et l'effet sur maths, eh bien, on voit un effet de traitement très important, gain en maths et en anglais. Voilà, et on voit qu'on devient meilleur en maths et meilleur en anglais, quoi, quand on va dans ces charter schools.
Voilà, un effet spectaculaire. L'effet est énorme sur les notes, presque 10% d'un écart type en mathématiques pour chaque année supplémentaire. Donc, et c'est plus marqué en mathématiques qu'en anglais. Probablement, l'impact familial joue moins en mathématiques qu'en anglais, tu vois. Et donc, on voit qu'il y a l'effet sur le moment même, et il y a un effet cumulé qui est très important. Et on voit que ça commence là, mais on voit qu'à mesure qu'on commence, eh bien, l'effet s'accumule, et on a un effet total sur les test scores qui est très significatif. Voilà. Donc, en résumé, sur les élèves qui ont candidaté, l'effet d'avoir suivi sa scolarité en charter school semble être d'augmenter significativement le niveau scolaire, en particulier en mathématiques. C'est dû aux politiques éducatives qui sont pratiquées. Cet effet ne concerne que les élèves que les parents ont choisi d'inscrire en charter school. Il était hétérogène sans doute entre les années d'inscription et entre les charter schools. Voilà. Alors maintenant, je passe à Angrist. Voilà. Et après, quand j'aurai fait Angrist, j'aurai terminé. Alors Angrist, donc lui, il regarde une étude en 2010 à Lynn dans le Massachusetts, une étude à Boston, une étude qui reprend celle de 2010 en 2012, une étude 2013 dans plusieurs zones urbaines et rurales dans le Massachusetts, une étude 2016 à Boston et une étude 2016 à Nouvelle-Orléans et à Boston. Et ce que montre Angrist, c'est que donc il y a la loterie dans ces endroits et lui, je crois qu'il se concentre sur les No Excuse Charter School. Les No Excuse Charter School, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment des écoles où ces disciplines, où c'est maths, les matières de base, maths et anglais, nous ça serait maths français, et où il y a tutorat et devoir à l'école. Donc c'est tout ça, No Excuse. Hein. Et moi, je suis très pour des externats d'excellence qui reprennent ces éléments-là. Voilà. Et on voit que vraiment, eh bien, un effet très positif sur les maths, même après introduction de variables de contrôle, et un effet positif et significatif sur English Language Arts, l'enseignement de l'anglais. Donc on voit là les maths et là le LA. Hein, voilà. Donc ça, c'est ce qu'il montre. Voilà. Un effet vraiment positif, surtout quand il fait l'instrumentation et qu'il contrôle. Alors là, il regarde l'effet, respectivement, parmi le sous-groupe des élèves hispaniques et non hispaniques. Et vous voyez que l'effet est important dans les deux. Il est un petit peu plus grand chez les hispaniques que non hispaniques, mais enfin, c'est pas vraiment, la différence n'est pas vraiment très significative. Et on prend évidemment en compte l'interaction avec le score de départ en maths. Et on voit que quand je prends en compte l'interaction, j'augmente l'effet. Vous voyez que évidemment, c'est d'autant plus bon, d'autant meilleur pour ceux qui démarraient d'un bas niveau. Si je prends en compte l'interaction avec le niveau initial, l'effet du score monte. Voilà. Donc c'est très important, c'est de dire que, vous voyez, c'est bon en général, ils ont des bons scores, et l'augmentation est d'autant plus grande quand vous démarrez d'un niveau très faible. Donc il y a une mise à niveau, quoi, finalement. Hein. Voilà. Alors on regarde si c'est des effets. Alors là, on montre en fait que si c'est par exemple les élèves qui ne parlent pas l'anglais couramment, Limited English Proficiency, ou bien les élèves qui reçoivent une éducation spécialisée, et on voit que l'effet est particulièrement important chez les élèves qui ne parlaient pas couramment l'anglais et chez les élèves qui reçoivent une éducation spécialisée. C'est beaucoup plus important chez les LEP que chez les PALEP et chez les SPED que chez les PASPED. C'est important ça. Donc c'est très ce qu'il nous faut, quoi. Rôle à long terme, les effets sur... Alors SAT, c'est le bac, si vous voulez. SAT, c'est un test qu'on prend au niveau du bac et qui prépare à l'université. Ils n'ont pas un baccalauréat aux États-Unis. Ils ont les fameux SATs, d'accord ? Et là, on voit qu'il y a vraiment un effet très important de charter school sur les SATs, quoi. Donc ça donne vraiment à des élèves la possibilité de rentrer. Ça leur donne un passeport pour l'université, en fait. C'est quand même formidable. Hein. Voilà, on voit bien là, on voit là. Voyez, dans différentes choses. Parce que vous savez, les SATs, il y a les maths, il y a le verbal, il y a le raisonnement, il y a toute une série de qualifications dans les SATs, et ça donne vraiment de très bons résultats. Alors maintenant, après, il y a l'effet sur la probabilité d'intégrer un établissement du supérieur dans les 6 mois, dans les 18 mois suivant la sortie du lycée. Et c'est surtout dans les... et donc, en fait, ce que ça donne, c'est que c'est surtout après 4 ans. Au début, si tu fais que 2 ans de charter school, ça ne fait pas, mais si tu restes au moins 2 ou 4 ans, 2 ans, 4 ans, si tu veux, à ce moment-là, ben là, tu as vraiment un effet. Il faut rester suffisamment longtemps dans les charter schools, et au bout d'un certain temps, ça t'augmente tes chances de rentrer à l'université, quoi. Voilà.
Et évidemment, le décrochage scolaire baisse, évidemment. Tu as l'effet négatif sur le décrochage scolaire, c'est que, évidemment, voilà, si tu veux, l'effet est très important si tu restes, c'est surtout à long terme, si tu restes un certain temps, alors après tu décroches plus, quoi. Alors comment expliquer l'effet des charter schools? Est-il intrinsèquement lié à la nature du contrat? L'effet positif est marqué pour les charter schools urbaines. C'est intéressant, c'est surtout les zones urbaines, vous voyez, qui bénéficient de ça. C'est intéressant. C'est vraiment voilà, vous voyez que l'effet est vraiment dans les urban charter schools. C'est intéressant. Également, est-ce qu'il y a significativement plus d'élèves issus de minorités dans les charter schools urbaines et au collège? Même constat pour les élèves de milieux modestes qui bénéficient de repas subventionnés. Mais on ne peut pas expliquer toute la différence urbain-rural avec ces comparaisons. Ces établissements se distinguent aussi par leur philosophie avec des approches no excuse pratiquées en zone urbaine. Donc ce n'est pas juste parce qu'en zone urbaine, c'est mieux que les zones rurales, c'est parce que les no excuse charter schools sont dans les zones urbaines. C'est là qu'on a les politiques de no excuse dont je parlais tout à l'heure. On voit également, alors c'est l'approche no excuse, il la regarde, et c'est vraiment ça le truc important, corrélation positive significative entre l'approche no excuse et les scores en maths anglais. Voilà. Corrélation positive significative entre la mise en place d'une routine de discipline, de standards, de cours, de préparation supplémentaire. Ces pratiques sont fortement corrélées à l'approche no excuse. Donc là, c'est vraiment des corrélations qui sont très très fortes entre ces éléments-là. Voilà, donc ça c'est un peu le... Voilà. Alors l'intervention profonde avec des pratiques similaires à no excuse dans les écoles. Alors il y a des écoles qui ne sont pas avec charter school, mais on a regardé par exemple, est-ce qu'on reprend des éléments de charter school, notamment le no excuse, dans des écoles qui ne sont pas des charter school. Et on voit que eh bien, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que même si je reprends des éléments de charter school, dont je parlais tout à l'heure, que je les mets dans des écoles publiques qui ne sont pas de charter school, eh bien, on voit qu'à nouveau, eh bien, les élèves vont rester plus longtemps, que les test scores vont s'améliorer. Donc c'est très intéressant. On n'a pas besoin d'être une charter school. Il faut reprendre les éléments des no excuse charter school. Voilà. Voilà, donc je crois. Alors il y a les pilot schools. Les pilot schools, c'est des alternatives qui disposent d'une indépendance comparable, mais font face à moins de critères de performance et un risque de fermeture moindre. Et en fait, si vous voulez, donc on compare les pilot schools et les charter schools, et en fait, eh bien, on voit quand même qu'il y a un rôle de la charter. Vous voyez, c'est vraiment, vous voyez, on regarde les pilotes et on regarde les charters, et vraiment, les faits, vous voyez, on voit vraiment, donc la loterie joue beaucoup plus du côté charter school. Ce qu'il montre en fait, si vous voulez, c'est que, voilà, il montre un effet significatif des charter schools sur la performance des élèves. Ces effets se répercutent également dans les études supérieures. L'approche no excuse semble jouer un rôle important dans la performance des charter schools. Cet effet persiste même lorsque l'approche est reprise hors du contexte charter school. La redevabilité des charter schools à l'État semble également être un facteur de leur réussite. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, un peu mon sentiment, en France, il y a eu la réforme des tailles de classe. C'était très bien. Mais moi, je pousse beaucoup maintenant pour créer ce qu'on appelle des externats d'excellence dans les zones surtout défavorisées, qui seraient comme les no excuse charter school, qui auraient les éléments de no excuse charter school, c'est-à-dire eh bien, discipline, effort mis sur disons, on insiste beaucoup sur les matières de base, le français et les maths, on fait ses devoirs à l'école, on a des tuteurs, etc. etc. Moi, je suis même pour qu'on prenne 2 repas, le déjeuner, le dîner à l'école, et que la vie se passe beaucoup à l'école, dans ces endroits-là. Et je pense que ça peut faire un énorme... Et commencer par les zones où les PISA sont très mauvais. Et on ne peut pas le faire uniformément partout au début, mais commencer à s'attaquer aux zones où les tests PISA en France ne sont pas bons. Et je pense que ça fait partie d'une politique d'intégration. Il y a peut-être d'autres éléments d'une politique d'intégration. La République doit arriver par beaucoup, mais moi, c'est un cours d'économie, je ne fais pas un cours de régalien. Mais je pense qu'en tout cas, une politique régalienne qui n'intégrerait pas des éléments de ce type, à mon avis, est vouée à l'échec. On ne peut pas avoir une approche purement répressive pour traiter des zones de certains endroits qui échappent un peu à la République. Je pense que mettre en place des écoles de ce genre. Et alors, je voulais juste dire un mot pour terminer sur la Finlande. On a beaucoup étudié la Finlande avec Bénédicte, qui est ici, donc voilà, on a écrit un peu dessus. Et la Finlande, alors évidemment, la Finlande, c'est une population différente de nous, très homogène, c'est un petit pays, etc. Donc on ne peut pas. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que la Finlande, ils ont ce mélange de bottom-up et de top-down. C'est-à-dire qu'ils ont, au niveau top-down, des standards. Pour être prof, d'abord, les classes ont peu d'élèves. Deuxièmement,
les profs très bien formés. En Finlande, pour être prof, il faut faire bac plus 5, et notamment 2 ans d'études pédagogiques. Très important. Et on est recyclé. Et régulièrement, le prof doit se recycler. Régulièrement. Donc ça, et les standards, il y a un l'équivalent d'un baccalauréat. C'est-à-dire le programme est national. D'accord ? Donc tout ça vient de top-down. D'accord ? Ça, c'est obligé. Mais par ailleurs, les écoles ont une autonomie. Il y a autonomie du chef d'établissement. Il a une politique de ressources humaines. Et il gère les tutorats, notamment. Et il a le programme pédagogique. Et donc, il a l'autonomie pour mettre en œuvre. C'est un peu comme la dépendance d'une banque centrale. En Angleterre, qui n'est pas mon pays modèle nécessairement, le taux d'intérêt est fixé par le gouvernement ou la politique, mais c'est la banque centrale qui met en œuvre la politique monétaire. Elle est déterminée par le gouvernement. C'est un peu pareil, vous voyez. Je détermine les standards, à la fois de formation des profs, de taille des classes, etc. Et ensuite, les établissements ont l'autonomie dans la mise en œuvre de cette politique. Et ça leur donne la flexibilité nécessaire pour faire le no excuse. Tu ne peux pas faire de no excuse charter school ou d'externat d'excellence avec un truc complètement centralisé. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir un mélange de top-down et de bottom-up. Donc je pense que là, il y a une grande réforme du système éducatif à entreprendre. Nous l'avons à peine touché du doigt avec la réduction des tailles de classe, mais je pense que ça a été effleuré et qu'il y a vraiment, il faut beaucoup approfondir la réforme de l'éducation. Mais vous voyez d'où je suis parti, hein. Je suis parti de l'idée que voilà, l'éducation, c'est à la fois inclusif, ça a vocation à améliorer, mais si vous arrivez à des test scores, à ce moment-là, ça vous augmente la mobilité sociale et c'est bon pour la croissance. Mais il y a la gouvernance de l'éducation et donc il y a un certain nombre de choses à faire pour améliorer concrètement la gouvernance du système éducatif et arriver à ces test scores dans des situations qui sont difficiles a priori. Et donc je voulais vous montrer un petit peu ça. Parce que je crois que de plus en plus maintenant, le débat ne doit pas être sur la quantité de la dépense publique, mais sur la gouvernance de la dépense publique et sur les performances de la dépense publique. Et on doit être comptable. Je pense que l'État est redevable à l'égard des citoyens, mais à l'égard même de l'Europe, de dire voilà, nous faisons ces dépenses, voilà la gouvernance que nous avons, voilà les résultats que nous avons, et nous sommes prêts à l'adapter si nécessaire. Et je pense maintenant qu'on doit être beaucoup plus comptable de la gouvernance et de la performance, puisque maintenant nous avons de merveilleux techniques et de données qu'on n'avait pas avant pour mesurer très concrètement la performance d'investissements tels que l'innovation ou tels que l'investissement en éducation. Et donc je crois que maintenant, c'est ça qui change par rapport à avant. Avant, on disait la quantité de dépenses, mais ce n'est plus le débat maintenant. C'est la nature et la gouvernance et la performance. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Et puis, donc, on continuera avec le climat la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup.